Salut la famille! Tout le monde est en quête de bonheur, il peut sembler insaisissable, mais il est présent dans chaque petit moment de joie et de satisfaction que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur et comment nos enfants peuvent-ils le découvrir et le vivre pleinement? Je vous embarque aujourd'hui avec Julien Perron qui a parcouru le monde afin de répondre à cette question que tout le monde se pose. Julien, bonjour, ravi de te retrouver de nouveau sur ce canapé. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Merci Candice de m'accueillir de nouveau, effectivement. Avec plaisir. Tout va très Écoute, bien. tu t'intéresses à la question du bonheur depuis des années et tout a commencé en 2013 lors de la réalisation du film C'est quoi le bonheur pour vous? Depuis, c'est devenu une véritable galaxie puisque il y a maintenant un livre, Oui. donc aux éditions publié aux éditions Erol, un podcast, un congrès, un jeu de cartes et même un week-end. On aura l'occasion d'en parler après. Alors tout ça pour nous transmettre tout ce que tu as appris ces 30 dernières années dans le domaine de la connaissance de soi. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est après ces 30 ans de recherche à travers le monde, est-ce que tu as enfin trouvé la définition universelle du bonheur et surtout, est-ce qu'elle existe? Et non, il n'y a pas de définition universelle. Moi, ce que j'ai retenu à l'époque quand je réalisais le film, donc ça faut remonter en 2013, ça a duré 4 ans. C'est d'ailleurs le sous-titre de mon film, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Le sentiment que j'avais, c'est qu'en fait, tout le monde avait une définition du bonheur. Il n'y a pas vraiment une définition qui nous caractériserait tous. Par contre, il y a des ponts communs, bien évidemment, il y a des choses qui se croisent, ça c'est sûr. Mais vraiment, on a chacun une définition parce que c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre propre conditionnement, à notre éducation, l'éducation qu'on a reçue à l'école, mais aussi l'instruction qu'on a reçue à l'école et l'éducation qu'on a eue des parents. Enfin voilà, c'est vraiment très différent d'un individu à un autre. Les seuls petits ponts communs peut-être que j'aurais pu voir, c'est souvent il y a quand même le lien social qui ressort. Donc du style amour, amitié, avoir une famille où ça se passe bien. Ça c'est quand même ressorti. Très très peu l'argent. C'était assez étonnant pour moi parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient me dire bah, moi le bonheur c'est de gagner, je sais pas, au loto par exemple. Il y a très peu de gens qui m'ont dit ça. Mais c'était surtout quand même l'amour, les liens sociaux, l'amitié. C'est ce qui ressortait quand même de plus. Mais sur une définition qui pourrait durer 2 minutes, par exemple, chacun a vraiment une définition qui est très unique. Oui, donc en fait, chacun a vraiment sa propre vision du bonheur. Et, Exactement, ouais, c'est ça. moi, la mienne, tu vois, j'y pensais ce matin, justement, je me demandais c'est quoi ma définition du bonheur? Ben, moi, c'est de me sentir utile. Ah, ok. Je sais que quand je me sens utile, je me sens heureuse. D'accord, ok. Donc, alors, ça passe par l'utilité auprès de ma famille, auprès de mon job de coach ou d'hypnothérapeute, tu vois. Je Mais vois. c'est vraiment quand je me sens utile et que j'aide les autres, et Ouais. ben, c'est là que ça me renvoie en fait du bonheur. C'est une des caractéristiques. En fait, quand j'ai une caractéristique, c'est qu'il y a plusieurs ingrédients, on va dire, pour tendre vers le bonheur. La plus grande étude qui a été menée, c'est Harvard. Pendant 75 ans, ils ont suivi un groupe d'individus. Et ce qui est ressorti, c'est le lien social. Mais derrière, il y avait d'autres choses. Et notamment le fait de donner du sens et de se sentir utile. C'est vraiment quelque chose qui nous anime tous, a priori, en tant qu'être humain. Et quand on réussit à trouver justement notre plein potentiel et comment on peut le mettre à contribution pour les autres, ça nous permet justement d'être, on va dire, un peu plus heureux que la Oui, moyenne. ça vient jouer sur nos valeurs. Exactement, ouais, donc c'est en ça. fait, ça dépend, on a chacun nos propres valeurs finalement. Donc, C'est ça, c'est ça. Mais le fait d'être utile, de participer à quelque chose qui est utile pour l'humanité, pour la planète, pour ta famille, pour l'entourage, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte vraiment beaucoup de bien, quoi. oui, Ouais. moi, c'est ce que je ressens aussi. Alors dans ton livre, du coup, C'est quoi le bonheur? Tu partages ton histoire personnelle, ainsi que tous les outils que tu as pu mettre en place dans ton quotidien pour vivre justement au fil du temps une vie plus éclairée. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, ce livre, comme tu l'as dit, c'est vraiment la résultante de ces 30 dernières années où on peut considérer que je chemine vers moi. Donc moi, j'ai 45 ans et je suis né dans une famille où on parlait déjà de connaissance de soi, de développement personnel. Donc ma mère me dit que j'ai commencé vers l'âge de 10 ans à cheminer vers moi. Et donc, c'est vrai que les années ont passé, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ça fait 21 ans que j'ai créé mon entreprise qui est très rattachée au monde de la connaissance de soi et du bien-être. Donc j'ai rencontré énormément de professionnels. Enfin, tout ça confondu fait que j'ai vraiment le sentiment d'avoir un bagage et notamment peut-être un terrain d'avance sur beaucoup de personnes parce que j'ai eu cette chance de commencer tôt. Et Oui, ce qui n'était pas le cas en vrai. Enfin, on ne s'intéressait pas tellement à notre époque. Moi, j'ai 42. Ouais, on est Oui, 42. la même génération. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait pas partie, en tout cas, Pas du des tout. composantes familiales. Ben non,
c'est clair. Moi, voilà. j'étais un ovni, en fait. Oui, il fallait avoir des bonnes notes. Mais exactement, ouais, c'est mais ça. être heureux, c'était pas forcément une Ouais, puis apprendre à te connaître, importante. tu sais, comprendre ton mode d'emploi, quoi. Ça, c'était, ouais, j'étais comme un ovni. Et donc, du coup, j'ai remarqué avec les années, donc et dans le monde pro et dans le monde perso, que les gens qui se mettaient à cheminer vers eux, qui commençaient à s'intéresser à eux, très souvent, ils s'éparpillaient. Et donc, ils s'intéressaient à beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, dès que tu mets le doigt dedans, tu as l'impression d'avoir une Ah, boîte c'est de clair. Pandore. Et il y a plein de choses, quoi. Tu découvres plein d'activités, tout est super intéressant. Tu as envie de faire un stage ici, Mm. aller voir tel conférencier. Enfin, c'est passionnant. Mais moi, ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il faut avant tout, dans l'idéal, pour moi, revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce qui constitue vraiment notre corps. Donc ça passe par l'alimentation, par le sommeil, une pratique, alors remettre du mouvement, ou on peut dire une pratique d'exercice sportif, aller dans la nature le plus souvent possible, pratiquer aussi un exercice de relaxation quotidien, peu importe ce que c'est. Oui, ça peut être de la Et méditation, par ça peut exemple, être de sophrologie, cohérence sophrologie, cardiaque, oui. ce qu'on veut. Et puis, du mieux qu'on peut, réussir à s'extraire quand même de temps en temps de notre zone de confort pour aller un peu voir ce qui se passe à l'extérieur, puis revenir en fait chez soi. Donc vraiment s'extraire de sa zone et revenir. Et donc c'est ce que j'aborde dans le livre parce que l'alimentation, enfin, on pourrait faire comment dire, des émissions sur chaque sujet en fait que je traite dans le livre parce que c'est tellement long. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'alimentation en fait. On nous a pas appris à bien manger, on nous a pas appris à se nourrir. Et on On nous nous a- aide pas non plus à bien manger Bien sûr, bah aujourd'hui, non, hein, mais c'est clair. clairement. Mais on ne nous a pas appris en fait à prendre de l'alimentation qui nous apporte de la vitalité, Mm. de l'énergie, et surtout l'alimentation qui nous correspond en tant qu'individu. C'est-à-dire, ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément bon pour toi. Donc un peu, tu sais, se positionner comme un chercheur et voir vraiment bah, qu'est-ce qui est réellement bon pour moi en termes de sommeil, de sport et tout, etc. Et donc voilà, je m'évertue du mieux que je peux dans ce livre justement à donner plein de conseils, à montrer que bah, à travers l'application que moi je mets dans mon quotidien et mon histoire de vie, que bah, c'est possible, c'est accessible à tout le monde et que c'est à chacun, du mieux qu'il peut, en mettant beaucoup de patience et beaucoup d'amour, de trouver bah, les bons outils qui lui correspondent, que ce soit ça, bah, je sais pas, imaginons, on s'attarde sur la relaxation, bah, peut-être que pour moi, la méditation posée face à un paysage, bah, c'est ce qui va me convenir et peut-être que pour toi, Ah, pour moi, ça va être le Reiki, par bah exemple, voilà, tu vois. tu vois, Moi, je par exemple, pratique le Reiki pour bah voilà, justement me détendre, bah voilà, l'auto-guérison, et ça me fait du bien. bah voilà. Moi, je fais de la méditation aussi, mais il se trouve que le Reiki, c'est vraiment mon truc. Et ben voilà. Et ben c'est à chacun de trouver, tu vois, ce qui lui convient bien. Mais j'insiste bien dans le livre. En fait, ce qui fait qu'à un moment donné, tu es bien dans ton corps et bien dans ta tête, c'est que tu es rigoureux, tu es constant et tu es discipliné. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment dans l'inconstance, dans la répétition, que tu vas voir au fur et à mesure les bénéfices. Et à travers tout, le sport, l'alimentation, le sommeil, la relaxation, la nature, etc. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de transmettre à travers plein d'outils comme des films, des livres, des podcasts, etc. et mon histoire de vie, que chacun peut réussir à le modeler, à l'adapter à sa vie, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit en couple ou pas, qu'on soit seul, etc. Et voilà. Peut-être ne serait-ce que commencer 10 minutes par jour à prendre soin de soi, ça serait déjà le bon début, quoi. Le morning miracle, en Par fait. exemple, oui. Alors ça, 5h30, je sais quand je dis que moi je me C'est réveille à compliqué. 5h30, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que Ouais, du mais coup, on peut trouver effectivement tu 10 peux te minutes débrouiller. dans sa journée Mais oui, carrément, ouais. à se consacrer à des choses juste pour soi. Et c'est Exactement. vrai qu'on en ressent vraiment très très vite les bienfaits en Mais réalité, oui, hein. en fait, ce qui est compliqué, je trouve, c'est de sortir de ce conditionnement où on nous a fait croire que c'était égoïste, tu sais, de penser à soi Mm. en priorité avant de s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son mari, de sa femme, etc. En fait, on voit bien que concrètement, c'est vraiment tout l'inverse. Il faut vraiment penser d'abord à soi en priorité pour encore mieux prendre soin des autres, pour être encore plus disponible, avoir une meilleure énergie, tu vois. C'est un peu l'exemple, tu sais, de quand tu prends l'avion et du steward qui te dit, voilà, s'il y a une dépressurisation, Tu mets mettez le bien masque sur sûr. vous avant de le mettre sur vos voisins. Bah, c'est logique, sinon bah, tu ne peux pas aider tes voisins. Bah, c'est la même chose dans l'idée de prendre soin de soi. Comment tu veux bien prendre soin des autres si toi déjà tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi? Ça me Et puis paraît même dans plus le cadre de compliqué. la famille, nos enfants nous modélisent beaucoup. Ah bah, bien Donc du sûr, coup, si tu leur montres de façon répétée que toi, tu ne prends jamais soin de toi, bah, en fait, tu leur envoies le message de c'est exactement, pas tu n'as pas de valeur, c'est ça. donc ne prends pas soin de toi, puisque de toute manière, tu n'as pas assez de valeur pour prendre ce temps-là pour toi, C'est en ça, fait. c'est ça. Vous êtes l'exemple en fait. Exactement. Exactement. Donc si toi tu le montres, bah, bien évidemment, ça va les inspirer. Et puis ça peut même inspirer ton mari. Enfin, il y a plein d'études d'ailleurs qui ont été menées dans ce sens-là au sein d'une famille. Si à un moment donné, il y a une personne qui commence justement à prendre soin d'elle, très généralement, ça commence à inspirer le reste de la famille. Bah, moi, c'est vrai dans ma famille, par exemple, je Ok. me suis mise à tout ce qui est autour de l'énergie, le coaching, tout. Bon, voilà, ça fait partie de mon métier. Ouais.
Eh ben, ça a fait bouger, par exemple, mon mari, Ah, bah, ça tu fait vois, bouger aussi mes enfants. bah voilà. Alors, sur des lignes différentes, hein, mais Ouais. c'est vrai que mon mari, qui n'était pas du tout dans les énergies et tout ça, bah, lui-même, aujourd'hui, ben, voilà, il me dit, dès qu'il a quelque chose, tiens, tu peux me faire un peu de Ah bah tu vois, Reiki ouais, ou voilà. il a été faire des exercices, des trucs Ah ailleurs, ouais, alors c'est qu'il n'aurait prouvé. jamais été les faire. C'est prouvé. Et ce qui est génial, c'est qu'il faut même le transposer du coup à l'échelle, par exemple, je sais pas, d'un pays pour être très large. Mm. C'est-à-dire que moi, je vois bien, pour prendre mon exemple, que le fait que j'accorde du temps à prendre soin de moi, bah, forcément, j'ai une bonne énergie. Et donc, j'inspire, que je le veuille ou non, les gens aussi autour de Tu moi. vas rayonner et donc du coup Exactement. forcément, il va y avoir un espèce d'échange d'énergie, Exactement. de C'est ça. vibrations en fait C'est ça. finalement C'est ça. qui fait Donc, que tu as des vibrations plus hautes et donc du coup bah, forcément tu vas rencontrer aussi des gens qui aussi. ont les mêmes vibrations que C'est toi. ça, c'est ça. Donc du coup, on voit l'impact qu'on peut avoir, bien évidemment, sur soi, mais encore plus, j'ai envie de dire, sur le collectif. Et c'est pour ça que moi, je dis très souvent que c'est une responsabilité citoyenne, en réalité, de prendre soin de soi, parce que justement, on a cet impact potentiel, et dans le négatif, bah, si on n'est pas dans ce mood-là, et dans le positif, si on est vraiment et qu'on a pris conscience que bah, de prendre soin de soi, c'est vraiment une priorité. Et donc tu as depuis des années justement pour objectif de réveiller les consciences et de semer des graines de bonheur autour de toi. Donc Ouais, il y a déjà plus de 2 millions de spectateurs qui ont vu ton film depuis sa sortie donc en ouais. 2017. Donc tu as Mm. mis quand même pas mal de temps à le réaliser ce film. Ouais. On va regarder un extrait. Allez, Euh, pour moi, c'est vraiment l'instant où on décide, enfin, je ne sais pas si on décide vraiment, mais en tout cas le moment où on se remet en mouvement. Pour moi, le bonheur, c'est plutôt quand je fais une action positive Ouais. qui va aider les autres, qui va... Bah, c'est aimer, tout simplement. Le bonheur, c'est s'aimer, c'est aimer l'autre. So, what is happiness for you? My family. Being with my family is happiness. Le bonheur, c'est pousser les portes de son cœur, aller vers l'autre. j'ai interviewé plus de 1600 personnes. Ok. Il y a une personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. Comment t'expliques ça ?» Ben, ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Peut-être ils n'ont pas regardé en eux véritablement. Tu l'as Quand compris. est-ce que je me sens bien? Parce que c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est sentir que tu es juste là, tu n'as besoin de rien et tout va bien. Donc c'est non seulement un repos, mais c'est aussi quelque part peut-être une sensation de plénitude et de sécurité intérieure. Et dans cet instant, voilà, quand tu es juste là, il n'y a rien de besoin de plus, il n'y a pas de problème à régler, il n'y a rien qui va mal dans cet instant. Et donc tout est vraiment déposé. Et le moment présent, c'est ça qu'il offre. Je verrais la notion de bonheur comme une forêt circulaire. Et chacun, tu as interviewé 1600 personnes, on va dire que c'est 1600 rayons pour aller au centre où il y a l'idée de bonheur qui se cache quelque part dans la clairière qui est au centre. Alors j'aimerais, moi, faire un peu autrement. C'est-à-dire pas essayer de trouver un chemin dans la forêt, mais tourner autour. La seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord sur le bonheur, c'est que le mot bonheur est un mot de la langue française. Point. Alors, tu as autoproduit ce film entièrement, et donc tu es parti sur les routes Ouais. pour rencontrer plein de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience hors du commun? Ouais, complètement, parce que c'était vraiment dingue comme expérience. J'avais jamais imaginé, moi, faire un film dans mon parcours de vie, comme écrire un livre, enfin beaucoup de choses. Et en réalité, je me suis retrouvé au Canada. J'explique dans le début du film, et j'étais parti au Canada pour créer des ponts entre le Canada et la France, parce que pendant 7 ans, je fédérais des thérapeutes un petit peu partout en France et dans d'autres pays, et je voulais faire la même chose à Montréal. Et quand je me déplace, moi j'aime bien dormir chez les gens, donc là, en l'occurrence, je dormais chez quelqu'un. Et c'était au mois de décembre, il y avait une grosse tempête de neige, on ne pouvait pas sortir en fait très clairement, donc on a commencé à papoter toute la journée, à refaire le monde. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans sa cuisine. Je ne sais plus comment le sujet du bonheur est arrivé, mais le sujet du bonheur est arrivé, et j'avais mon téléphone qui était posé sur la table. Et avant qu'elle commence de me parler du bonheur, je lui ai dit « Attends, est-ce que ça te dérange si je te filme avec mon téléphone ?» Elle m'a dit non, donc je l'ai filmé. En fait, elle m'a donné sa définition du bonheur. Et le soir, quand je me suis couché et que j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, de fil en aiguille, je me suis laissé emporter en fait par cette question. J'ai commencé à interviewer donc des Québécois sur place, une vingtaine. Je montrais ça au bureau, j'envoyais des vidéos au bureau, ils trouvaient ça génial. Et donc, pour raccourcir, je me suis fait embarquer dans cette énergie du bonheur et j'ai profité de mes déplacements perso et pro
pour continuer à interviewer des gens sur mon parcours, dans les trains, dans les avions, dans les gares, enfin partout en fait, même en faisant du vélo, à tel point que j'ai interviewé plus de 1600 personnes, et notamment en fait des gens qui sont sur la fin, les 2 dernières années, plutôt des spécialistes, pas vraiment de la question du bonheur, mais des spécialistes dans leur domaine. Du style, je sais pas, des écrivains, des scientifiques, des maîtres spirituels. Je voulais rencontrer des gens qui sont à un moment donné dans leur parcours de vie, ont consacré 20, 10, 30 ans de leur vie, tu sais, à un sujet en particulier. Et je me disais, ces gens-là, ils vont être intéressants, je pense, autour de cette question du bonheur. Et donc j'en ai rencontré beaucoup aussi, je crois 200 spécialistes, quoi, on va dire. Et voilà, et au bout de 4 ans, j'étais un peu fatigué. J'avais fait 25 pays, j'avais 300 heures de rush. J'avais pas d'équipe de tournage, donc je me baladais tout seul avec 25 kilos de matériel, dont le drone, les perches, les caméras, enfin tout, etc. Et puis surtout, en fait, je me disais, je pourrais continuer toute ma vie à interviewer des gens. Toutes les personnes sont super intéressantes, ça pourrait durer toute une vie. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah tiens, peut-être que je pourrais en faire un film. Mais bon, moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas les compétences non plus dans le monde du cinéma. Et là, il y a une synchronicité qui est arrivée, qui m'arrive beaucoup, je trouve, dans ma vie. C'est au moment où je me suis dit, oh, ça serait génial que je trouve quelqu'un qui est passionné du monde du cinéma. J'ai mon téléphone qui sonne. Et là, j'ai un jeune homme qui se présente, qui me dit, bonjour, je m'appelle Laurent Queyrat. Je suis tombé sur votre entreprise. Moi, je cherche à faire un stage de 3 mois. J'ai 15 ans d'expérience dans le monde du cinéma. Et j'adore les valeurs que vous véhiculez. Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui aurait des compétences en audiovisuel? Et je lui dis, bah, je ne sais pas si vous arrivez au bon moment. Et moi, j'ai envie de réaliser un film. J'ai interviewé plein de monde avec une seule question. Je pense que le film va s'appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Et là, je l'entends rigoler au téléphone. Et il me dit, mais vous savez, c'est très marrant parce que moi, j'ai réalisé un court-métrage il y a quelques mois en arrière que j'ai appelé C'est quoi le bonheur pour vous? Je lui dis, c'est incroyable, Laurent, il faut qu'on se rencontre. Ça me fout des frissons dans tout le corps. Ouais, c'est dingue. Et en fait, on s'est rencontrés. J'ai adoré l'homme, en fait. Et puis, donc, il a fait son stage et on a vu que ce n'était pas suffisant. Donc, du coup, je l'ai employé, il est devenu salarié. Et en 9 mois, ensemble, on a dérushé les 300 heures et on a créé ce film. Et alors, ça a été déjà en fait une belle aventure humaine pour tous les deux. Moi, j'ai découvert comment on créait le film et tout, donc j'étais super heureux du résultat. Et après, la suite a été magique en fait. La suite, c'est on crée juste une affiche avec un maquettiste, l'affiche du film, et puis on décide de communiquer autour du film. Et là, on s'est fait embarquer, c'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, on avait 70 demandes par jour de gens qui voulaient organiser des projections. Oui, donc, parce qu'on le rappelle, c'est des projections en plus gratuites. Exactement. C'est ça, voilà. ouais, c'est vraiment un don pour l'humanité. En fait, j'ai enlevé tous les droits d'auteur, les droits SACEM, il n'y a vraiment plus de droits sur le film. Et donc, mon envie, et ce qui est toujours le cas, je continue à aller dans des salles de ciné, c'est que les gens puissent organiser les projections sans moi et sans qu'il y ait coût financier en fait, pour eux. Donc là, voilà, on reçoit 70 demandes par jour, on se transforme en maison de distribution de films, très, très clairement. Et voilà, je vais dans plus de 400 salles de cinéma, je vais un peu partout dans plein de pays pour débattre, tu sais, dans des ciné-débats après le film. Je rencontre des milliers de personnes. Ça nous arrive à, je crois, 2-3 reprises de remplir un cinéma en entier. Toutes les salles, t'imagines? Toutes les salles où les gens viennent voir le film. Enfin, c'était vraiment incroyable pour moi. Et voilà. Et puis les années ont passé et puis ça m'a inspiré. Et je me suis dit, c'est trop dommage de rester là-dessus. En fait, ce que je remarquais, c'est un peu comme quand tu vas voir un bon conférencier. Quand tu sors de ce genre de film ou d'un bon conférencier, souvent, tu repars avec un bon dynamisme, ça t'a inspiré, tu as eu des déclics. Tu as envie de prolonger. Tu as envie de prolonger Bah oui. et en même temps, tu retrouves ta vie de tous les jours. Et tout ça, ça s'évapore, tu sais, au fur et à mesure. Et donc, on a imaginé avec mon équipe à l'époque de comment on pourrait préserver un maximum ce qu'on peut entendre dans le film. Et donc, du coup, on a créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Parce qu'on s'est dit qu'on apprenait peut-être 100 fois mieux en jouant et en s'amusant que, un peu comme un enfant, tu sais, qui est à l'école, qui est assis pendant 8 heures et qui écoute quelqu'un, quoi. Et, voilà. Et après, voilà, c'est comme ça que l'univers, la galaxie C'est quoi le bonheur pour vous s'est créé. C'est qu'il y a le film, le jeu de cartes, après il y a le livre qui est sorti, le podcast, etc. etc. Et alors, du coup, je raccroche un peu les wagons, tu vois, parce qu'il y a la Journée internationale du bonheur, exactement. qui est un événement annuel organisé par les Nations Unies pour promouvoir l'idée que se sentir heureux donc, est un droit pour tous et partout sur Terre. Tout à fait. Et elle a lieu chaque année le 20 mars. Exactement. Donc, quelle est l'histoire de cette journée particulière mondiale du coup autour du bonheur et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Qu'est-ce que tu as pu voir? C'est surtout, je trouve, une action politique avant tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer à l'ensemble des nations, à l'ensemble des pays, d'essayer d'éliminer le plus qu'on peut la pauvreté, d'équilibrer, tu sais, les différences de couches de classe sociale et qu'il y ait une vraie vocation aussi à se rendre compte de l'importance de notre planète et donc, du coup, d'en prendre soin. Donc après,
tout ce qui va être mis en application à tout à chacun. Par exemple, nous, de notre côté, pour la journée du 20 mars, on communique à fond sur l'idée que les gens peuvent organiser des projections gratuites du film, qui peuvent jouer aux jeux de cartes, qui peuvent écouter le podcast qu'on a créé C'est quoi le bonheur pour vous. On essaye vraiment de les inviter à se baigner dans cet univers de bonheur, de connaissance de soi et de développement personnel. Et puis pour d'autres personnes, ça va être vraiment des initiatives très tournées autour du bien-être. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire conscientiser aux gens que la notion du bonheur et la notion du bien-être, c'est quelque chose qui est important, c'est une vraie valeur universelle et qu'on a vraiment tout à chacun l'importance de prendre du temps, tu vois, de prendre soin de soi, comme je le disais tout à l'heure, et d'essayer de le cultiver du mieux qu'on peut. Donc c'est vraiment des initiatives qui tournent autour de la connaissance de soi, du bonheur et du bien-être. Est-ce que tu penses justement que le bonheur, être heureux, finalement, ça peut s'apprendre? Ah mais très clairement, c'est vraiment le pont moi, que je fais entre l'éducation et le monde de la connaissance de soi. J'en parle d'ailleurs à la fin de mon film, hein. Il y a tout un volet qui est dédié à l'éducation, parce que oui, très clairement, ça s'apprend en fait. Je l'ai vraiment découvert là pour le coup au fur et à mesure. Il y a vraiment des outils qu'on peut mettre en place le plus tôt possible, donc dès l'éducation et dès l'instruction à l'école, qui permettraient justement aux enfants de tendre davantage, on va dire, pour imager vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc ça passe par le savoir-être et la connaissance de soi notamment, quoi. Donc, et oui, ça peut se mesurer, le degré de bonheur Alors, ils se sont amusés au bout de temps à le mesurer. Tu sais, il y a le fameux PIB, quoi. Vu, ouais. Et bon, moi je dis, ils se sont amusés parce que... D'ailleurs, je crois qu'on est, si je ne dis pas de bêtises, cette année, le 23, en position 23. Ouais, on est très mal classé. Ouais. Non, mais on était 31. Ah, bravo. On était en 31 en 2018, j'ai vu que là, on est 23. On a progressé, c'est très bien. Peu. Mais je dis que c'est rigolo parce que moi, j'ai des gens qui habitent là-bas, au Bhoutan, et qui me disent quand même que c'est pas totalement le reflet, en fait, quand tu es sur place, de ce qui est véhiculé. Je pense qu'il y a une vraie vocation d'inspirer donc les autres nations, tu vois, à faire à peu près quand même ce qu'ils font, parce que c'est une vraie action politique. Mais concrètement, sur le terrain, on est encore un petit peu loin, quoi. Mais bon, le pied, quoi. Si tous les pays s'orientaient dans cette direction, ça changerait quand même énormément de choses. Bah, justement, tu penses que... Alors, je sais qu'en Allemagne, en Suisse et en Autriche, par exemple, les enfants ont des cours de bonheur. Oui. Quoi exactement alors? Bah, c'est pareil, je crois qu'on se rapproche de plus en plus, tu sais, des compétences psychosociales. Donc vraiment, l'idée, c'est toujours d'amener les jeunes, là, pour le coup, à mieux se connaître, à mieux comprendre leurs émotions, à savoir vers quoi ils ont envie de tendre, ce qui les met en joie, ce qu'ils n'aiment pas. Enfin, on est vraiment dans le domaine de la connaissance de soi. Donc il y a vraiment des enseignants qui sont formés, il y a des instituts là-bas qui les forment. Je crois de mémoire, j'étais tombé sur un article où il y avait 200 enseignants qui avaient été formés pour transmettre ça justement aux étudiants. C'est les enseignants du bonheur, quoi. Mais c'est une vraie matière, Génial. en fait, c'est identifié comme une vraie matière. La matière, c'est vraiment la matière du bonheur, donc il n'y a pas de notes, il n'y a pas de devoir à rendre, mais par contre, il y a vraiment cette notion de développer pour élargir les compétences psychosociales. Mais d'ailleurs, dans la métropole de Delhi, en Inde, depuis 2018, le gouvernement local a également mis en place justement ces cours de bonheur. Exactement. Et les enfants apprennent les bases du bien-être à travers les activités comme la méditation, par exemple. Est-ce qu'on a un peu de recul aujourd'hui sur les résultats de ce type de cours sur nos enfants Alors, pour isoler plutôt peut-être la partie méditation dans ce que tu dis, on a quand même des résultats. Ce qui est intéressant sur notre territoire ici en France, c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps, je pense qu'il y a à peu près 3-4 ans en arrière, on n'était pas du tout fan de l'idée. Quand je dis on, c'est les gouvernements. Le gouvernement n'était vraiment pas fan de l'idée parce qu'on pouvait assimiler ça à un mouvement religieux, ou tu vois, quelque chose qui n'était pas très clair. Un truc un peu sectaire. Ouais, voilà, c'est ça. Côté, et en fait, on s'est quand même aperçu, même si peut-être nous on le savait depuis très longtemps, mais qu'il y a des centaines et des centaines d'études qui ont été menées par des scientifiques autour de la méditation et qui montrent justement tous les bienfaits pour notre cerveau, pour notre corps humain, pour l'ensemble de nos cellules. Et donc ça a mis du temps, mais finalement ça a été validé. Et donc du coup, ça s'est intégré vraiment dans les écoles, c'est-à-dire que potentiellement, on peut proposer de la méditation, voire même de la méditation de pleine conscience, sous condition de s'être fait former. Et on voit bien pour ceux qui l'appliquent que oui, ça change beaucoup de choses. Les enfants sont beaucoup plus posés, les cours se font de manière beaucoup plus facile, l'intégration aussi en termes de savoir est beaucoup plus aisée. Donc rien que le fait de baisser un peu la tension dans les classes
Rien que ça, en fait, ça change déjà énormément de Mais je choses. voyais d'ailleurs qu'ils commencent, ils ont, je crois, entre 30 et 45 minutes tous les matins. Alors, Ouais. une fois, ça va être le yoga, une fois, ça va être la Par exemple, méditation, c'est du ça. Qigong. Enfin, il y a plein de choses Ouais. qui sont proposées. Mhm. Et c'est vrai que derrière, finalement, en fait, tu commences ta journée. Moi qui suis une ancienne professeure des écoles, Ouais. je peux te dire qu'il y a des. En fait, dès que tu te bases sur la chronobiologie aussi de l'enfant, Bah oui, c'est au ça. niveau de ses savoirs, en fait, ça lui fait du bien de commencer sa Mais journée c'est clair. par un moment de détente, de Mhm. yoga, enfin, en tout cas, de se recentrer. Il en a besoin C'est ça. pour passer derrière aux mathématiques un peu barbants. Mais ou, c'est ça. ils ont besoin en fait Mais d'avoir c'est clair. de pouvoir en fait se recentrer sur des choses un peu plus tangibles où ils sont aussi un peu à l'intérieur d'eux-mêmes. Bah, c'est le retour au corps, tu sais. Moi, ce que j'observe dans notre société, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 80% de la population, c'est ce que j'appelle moi des cerveaux sur pattes. Tu vois, en fait, on est Métro, très... boulot, dodo. Quoi. Exactement, C'est le principe. et on est totalement déconditionné de notre corps. En fait, c'est comme si on n'avait plus accès à notre corps. On en parlait tout à l'heure avec Marc. Moi, j'adore le bouquin de Lise Bourbeau, c'est Écoute ton Oui. corps, justement, qui nous ramène de la conscience dans le corps pour que les gens puissent vivre en fait des expériences et se rendre compte de beaucoup de choses. Tant que ça reste cérébral, tu peux pas acquérir des connaissances. Enfin, tu peux acquérir des connaissances, mais du coup du savoir. Mais c'est 100 fois mieux imprégné si tu le vis vraiment, si tu vis une vraie expérience. Et donc le fait que les enfants puissent vivre ça et donc vivre une vraie méditation avec tu vois, de la respiration, peu importe comment ils mettent ça en pratique, ça peut être de la cohérence cardiaque par exemple, bah, c'est clair en fait, ça change tout. Enfin, moi j'invite tout le monde à essayer. Tu te cales, tu fais ça par exemple pendant une semaine. Pendant une semaine, tu te bloques, allez, 10 minutes de cohérence cardiaque, tu vas voir tout de suite les Ouais, de la résultats. cohérence cardiaque, en vrai, c'est assez facile à mettre en place parce Bah oui. qu'aujourd'hui, tu as des applications. C'est ça. C'est 5 minutes, Ouais. tu fais 5 inspirations, 5 expirations et C'est tu ça. reproduis ça pendant 5 minutes C'est ça. avec un bruit de vague ou un truc comme Voilà. ça et tu le fais 2 fois dans la journée et il y a vraiment des effets qui sont exceptionnels. Mais carrément. Moi, je le propose pratiquement à tous mes petits coachés, Ah bah, tu vois, bah tu oui. vois, Ah bah oui. enfants, ados, parce que souvent, ils arrivent, ils ont du stress, les examens, et en fait, les résultats sont impressionnants. Mais bien sûr, mais parce que c'est pareil, j'en parle aussi dans mon livre, on nous a pas appris à bien respirer. Non. On respire en fait ici. Mais ouais, c'est ça. On respire ici au lieu de faire des respirations ventrales et Exactement. profondes. On Exactement. ne sait pas respirer. Voilà, c'est ça. Et donc quand tu te poses, quand tu prends le temps, bah déjà au moins tu es un peu plus concentré sur ta respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort. Tu te rends compte d'ailleurs que tu respires. Et je suis sûr que là, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, tu vas voir qu'ils vont se concentrer sur leur respiration parce qu'on parle de respiration. Ouais. Ah, tout à fait. Alors la France, bon, Oui. on a dit que la France n'était pas forcément une très bonne élève, mais C'est quand même. quand même vient de mettre en place des cours d'empathie. Exactement. Donc ça va être généralisé à partir de la maternelle à la rentrée prochaine, en septembre 2024. Est-ce que tu penses justement que ça va avoir un effet positif sur et contribuer au bonheur des écoliers? Bah, ça me paraît logique. C'est ce qui manque beaucoup. Alors, moi, de mon époque, donc je suis né en 78, de mon époque, je pense qu'il y avait déjà un peu quand même de violence Bien sûr. dans les écoles. Je pense notamment, hein, tu sais, on édite le magazine Innovation en éducation, et là, on a fait un numéro spécialement sur le harcèlement scolaire, et donc ça me parle beaucoup, parce que moi-même, j'ai été harcelé quand j'étais petit. Moi Et, aussi. et toi aussi, bah, Ouais, tu vois. mais en fait, tu sais, le harcèlement, on se rend compte que à l'époque, on n'appelait pas ça harcèlement. Mais en non, fait. pas du tout. Mais oui. Moi, bon, voilà, on me tapait. C'était normal, quoi, on va dire. Voilà, c'était Ouais. normal. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a posé des mots, maintenant qu'on a posé même des actions, qu'est-ce que c'est concrètement, a posteriori, on se dit, mais en fait, moi aussi, j'ai Bah harcelé. oui, Et c'est on ça. est plein à se le Tout dire à fait. aujourd'hui, à 40 ans. Exactement. Dire, mais en fait, moi, quand j'avais 8 Moi ans, aussi. j'étais harcelée. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc, je pense que si on mettait en place ces outils, notamment l'empathie, la méditation, enfin le savoir-être, la connaissance de soi, bah, ça éviterait, à mon avis, ce genre de choses. Parce que bah, les enfants seraient plus posés, parce que probablement que tu respecterais plus aussi ton petit copain ou ta petite copine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Juste être des humains, en fait, tout simplement, quoi. Donc, ça peut être qu'une bonne chose de le faire. Moi, j'encourage vivement vraiment à le développer davantage. Tout ce qui peut amener l'enfant à se connaître davantage, à mettre des mots sur ses émotions, à savoir en fait qui il est, hein, tout simplement. Bah, potentiellement, moi, peut-être que je suis utopique, hein, mais je me dis que si on faisait ça, donc et à l'école et au sein de notre foyer, en une génération, probablement qu'on réglerait beaucoup de choses, dont probablement les La guerres. guerre, Ouais, ouais, bien je sûr. pense, ouais. C'est évident. D'après toi, comment faire pour que chaque élève aime son expérience à l'école et qu'in fine, il ait envie chaque matin d'y aller? Ça me fait sourire parce que c'était l'école dont moi je rêvais en fait quand j'étais gamin. Je sais pas, je crois que c'est pas encore trop le cas maintenant, mais peut-être que toi tu as connu ça, on n'était pas heureux d'aller à l'école. Pas tellement. Ouais, tu vois, Non, c'était compliqué. Bah, moi, ce qui m'inspire beaucoup, mais je dis pas que c'est la solution, c'est ce que je vois dans les écoles alternatives.
bien évidemment, c'est très inspirant, quoi. Mais je dis que c'est pas la solution parce que c'est pas accessible financièrement. Financièrement, c'est très compliqué, en C'est fait. très très cher, bah ouais. Mais par contre, ce qui s'y fait en fait à l'intérieur est très inspirant. Donc potentiellement, eux s'inspirent de courants qui existent déjà depuis très très longtemps. Et ça, c'est pas une question de moyens en réalité. Bah non, quand tu vois tout ce que Maria Montessori, par exemple, a Voilà. apporté sur la connaissance de l'enfant, C'est ça. c'est des choses qui peuvent être mises en pratique, Tout à fait. pas forcément sur le matériel ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être mises en pratique dans toutes les écoles. Exactement. Et à l'origine, si je me trompe pas, c'était pour des enfants défavorisés quand même, ce qu'a Oui, créé bien sûr. Maria Montessori. Donc c'est pas une question de budget, c'est une question de regard à mon sens, essentiellement. Parce que ce qui est compliqué pour nous tous, hein, c'est de se déconditionner, peu importe ce que c'est. Là, du coup, on parle de l'éducation. C'est compliqué de se déconditionner de la façon dont on nous a appris en fait à transmettre et à instruire, tu sais. Et même en tant que prof, hein, Mais moi oui. j'ai suivi les cours de prof, on ne nous apprend pas le savoir-être. Ben voilà, c'est ça. Comment vous allez faire avec vos élèves en cas de conflit, des choses comme ça, c'est pas du tout des choses qu'on apprend. Exactement. La gestion de groupe, c'est Non. pareil, c'est pas appris. Donc ouais, c'est pas évident, je pense, pour beaucoup d'enseignants, tu vois, d'essayer d'avancer dans cette direction parce que il y a une vraie démarche personnelle déjà perso, vraiment perso, et après de mettre en place des outils au sein de leur classe qui n'est pas forcément, qui fait pas l'unanimité de tous les corps enseignants, tu sais. Donc je sais que c'est pas évident pour eux, mais on voit, pour ceux qui le font, en tout cas nous c'est ce qu'on voit avec Innovation en éducation, c'est que ça marche et qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont dans cette direction. Donc il faut les soutenir. Ouais, il faut les soutenir, ouais, vraiment. Il faudrait que Ouais. le gouvernement déjà, là déjà c'est super avec les cours d'empathie, mais il faudrait aller encore plus loin, quoi. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu penses justement qui pourrait être proposé, qui serait intéressant? Mais tellement de choses. Enfin, il y a un truc tout bête qui me vient à l'esprit. Je parlais de nommer nos émotions. Bon, il y a quand même beaucoup de profs qui font quelque chose qui est tout bête. Alors, ça peut passer par plein d'exercices, mais typiquement, l'enfant arrive. La météo des émotions. Ouais, voilà. Moi, je le faisais, moi, de façon systématique, Mais voilà, par mais ça, exemple. c'est génial. Mais ça, En maternelle, c'était le premier truc qu'on faisait en ben, rituel, la météo des émotions, et ben chaque enfant peut s'exprimer. exactement. Je suis en colère, j'ai des nuages dans mon cœur. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et toi qui as été prof, du coup, tu as un mood, tu sais, une énergie de la classe qui est complètement Et différente. puis les gens apprennent à s'écouter Mais ouais, les c'est uns ça, les autres c'est et se ça. dire ah bon t'étais un peu triste, tu vois, ils ont de l'empathie. J'en avais Voilà, qui allaient c'est ça. faire des petits bisous, Mais tu oui, sais, mais voilà. et prendre dans les Mais bras c'est quand ça. il y en avait un qui se mettait à pleurer oui. parce qu'il était triste ou quoi que ce Mais soit. ça m'étonne pas. Et tu vois cette solidarité et effectivement ce groupe. Mais Parce qu'on est j'avais comme ça. l'impression quand même que ça, c'est, tu vois, ce petit truc sur les émotions. Ouais. Moi, en tout cas, dans les écoles, bon après j'étais moi-même dans des écoles et effectivement privées, sous contrat. D'accord. Donc, j'étais pas complètement dans le système traditionnel, Ok. mais en tout cas, on le faisait tous. Ouais, c'est mais quelque ça chose m'étonne pas. Bah oui, qui nous c'est- semblait normal. Et c'est ce que je te dis, tu vois, il y a des choses qui sont très inspirantes qu'on peut mettre facilement en place. Ça, la roue des émotions, bah ça, on peut le mettre vraiment en place. C'est pas très compliqué, tu vois, au sein de l'éducation nationale quand même. Et ça change beaucoup de choses après. Donc il y a ça, on pourrait peut-être aussi amener plus de pas de pédagogie, mais de ludopédagogie. Tu sais, plus d'amusement en fait à apprendre, parce qu'on voit que ça marche super bien. On sait que les enfants apprennent 10 fois mieux en s'amusant. Même nous, en tant qu'adultes, C'est on peut le clair. vérifier, quoi. Donc, et ça, pour moi, c'est pas une question de budget non plus. Tu vois, j'utilisais vachement quand j'étais en grande section La planète des alphas, qui Ok. est, tu apprends à lire en fait avec des petits personnages. Ok. Et donc, chaque personnage fait son son, donc c'est le son effectivement de la lettre, et il a un design particulier, c'est vraiment, et puis il y a toute une histoire, un livre, Ok. et les élèves, en fait, même les élèves en grande difficulté, rentraient Bien dans sûr. la lecture, mais Mais oui. tellement facilement, Moi, ça m'étonne juste pas. par cette simple méthode, parce que finalement, c'était du jeu. Bah oui, c'est On ça. n'était pas en train d'apprendre à lire, là. Exactement. C'était juste du jeu. Exactement. Et ça, tu vois, se fait naturellement. Et c'est génial, c'est que ça se fait naturellement. C'est-à-dire que tu apprends tout en t'amusant. Et l'école, à mon sens, ça devrait être ça. Tu vois, c'est aller à l'école pour t'amuser, mais pour apprendre, bien évidemment. Surtout, en tout cas, tout ce qui est maternelle et effectivement primaire, ça l'est déjà un peu moins. Oui. Alors collège, je peux Ah bah te dire non, que je suis en bah plein oui. dedans. Là, on s'amuse plus du tout. Oui, Et c'est lycée, clair. n'en parlons pas. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce côté ludo-éducatif, Ouais. tu le retrouves un petit peu quand même en maternelle, heureusement. Oui. Mais très vite, en fait. Collège, lycée, et c'est même, compliqué. tu as une espèce de pression des parents qui veulent des devoirs, qui veulent Des notes. des notes. Eh ouais, exactement. c'est clair. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, moi je trouve qu'en France, on est toujours très long à mettre en place des choses, c'est à changer, en fait, à se déconditionner. Toujours l'impression qu'il faut à peu près 25 ans, grosso modo. C'est d'ailleurs le sous-titre de mon deuxième film. Mon deuxième film, c'est L'école de la vie, une génération pour tout changer. Une génération, c'est à peu près 25 ans, même si là, ça peut être un peu différent. Mais en gros, il nous faut du temps, tu sais, pour vraiment mettre en place des nouveaux process.
Moi, la chance que j'ai, je trouve, c'est que depuis 10 ans, comme je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, je vois que tout converge dans cette direction. Donc c'est un vrai message positif et d'espoir que j'ai envie de dire parce que je suis en contact avec tout le monde, les gens, tu sais, qui sont plutôt institutionnels, ceux qui sont tout autour, ceux qui sont au sein de l'éducation nationale. Donc j'ai une grosse version transversale de ce qui se passe. Et pour moi, tout le monde a compris, mais chacun avance un peu à son rythme. Et notre rythme global en France, c'est le rythme d'un escargot, quoi. Donc on avance très. Oui, parce Très qu'il faut aussi des lentement. moyens, il faut aussi plein de choses. Tu vois, quand à l'époque, mon premier projet professionnel, c'est de monter une école alternative. Ok. Au final, je ne l'ai pas fait, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Je me suis dit, je repousse à plus tard le projet, puis le projet s'est jamais fait. Mais moi, dans mon idée, ce que je voulais, c'est que l'après-midi, donc je me basais sur la chronobiologie, et l'après-midi, en fait, les enfants découvraient à chaque fois en fait, des activités. Donc, Ok. les jongles, le théâtre, la C'est top. cuisine, le jardinage. En fait, je pars du principe que finalement, pour découvrir quelque chose, si quelque chose te plaît et peut te rendre heureux, bah, il faut déjà l'essayer. Bah, c'est ce que je te Comment dis. tu sais que tu aimes jouer du piano si tu n'as jamais mis tes mains sur un piano? On est bien d'accord, l'expérience. C'est l'expérience. Tout à fait, Et, et pour ça, c'est vrai qu'il faut des moyens. Oui, oui et non. Oui et non. Tu peux très bien te débrouiller pour récupérer du matériel, par exemple, qui a déjà été utilisé. Oui. Tu vois, enfin, il y a plein de solutions, encore plus maintenant. Il y a énormément de sites internet, tu sais, il y a même des gens qui sont là pour te donner en fait les trucs, parce qu'ils veulent s'en débarrasser, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt une question de regard et de volonté en réalité, quoi, plus qu'autre chose. Et une fois de plus, ce qui n'est pas simple, c'est que dans tous les corps de métier, on est conditionné. Donc là, on parle des enseignants. On est conditionné par la formation qu'on a d'enseignants à avoir une vision très spécifique de ce que c'est enseigner. Et à un moment donné, en fait, tu t'aperçois que tu ne peux plus enseigner comme tu le faisais il y a un siècle en arrière. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont complètement différents de ce qu'on était il y a un siècle en arrière. Donc, la difficulté pour eux maintenant, c'est de se déconditionner. Ce mot revient souvent, mais c'est vraiment le cas, de se déconditionner pour s'adapter à cette génération qui est tellement différente. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération numérique. Oui. Et l'école, finalement, quand tu regardes, Oui. elle n'a pas tellement Pas du évolué. tout. Hein. Non, pas du tout. C'est la même Exactement. façon. Tu es toujours assis sur une chaise. C'est ça. Alors, de temps en temps, tu as des variantes. Tu as des profs qui sont Oui, qui bougent un peu. Ouais, qui C'est vont ça. mettre des ballons, qui vont mettre, C'est ça. tu vois, d'autres choses. Mais c'est quand même encore très, très rare, finalement. Ah ouais, à l'échelle nationale, moi, j'ai le même discours que toi. J'ai l'impression que oui, ça progresse, bien évidemment, mais trop lentement. On est resté à peu près sur le même modèle, je te dis, que quand on a créé l'école il y a plus d'un siècle. Ouais, on Donc, n'écrit plus au stylo plume. Voilà, Ça y est. c'est ça. Il n'y a plus le bonnet d'âne, on ne nous tape plus sur les doigts. Donc oui, on progresse, hein, bien évidemment, mais c'est tellement lent, tellement lent. En tout cas, ça ne va pas assez vite par rapport à tout ce qui va très très vite autour de nous, quoi. Oui, et puis il y a des pays quand même, tu vois, tous les pays nordiques Oui. qui avancent très très vite. Mais Et puis on a carrément, des oui. résultats. Oui, On tout voit à fait. quand même que... Ah oui, c'est mesurable en plus, oui, complètement. Mais moi, ce que je dis très souvent par rapport à ça, c'est que c'est hyper inspirant ce qu'ils font. Oui, mais Et- on peut pas du tout calquer non Ouais, plus voilà, le modèle. c'est ça, On exactement. vit différemment, Voilà. on a une culture différente. C'est ça, exactement. Mais par contre, c'est super inspirant. Donc il y a des choses qu'on peut essayer d'adapter à notre culture, à notre classe, à nos élèves, etc. Ça, c'est vraiment faisable. Ouais. Bon, c'est chouette. En tout cas, c'est une question toute simple. C'est quoi le bonheur pour vous, hein, mais qui nécessite pourtant une véritable connaissance de soi pour y Ouais. répondre justement. Mm, mm. Alors, merci encore, Julien, merci à pour toi, ces merci. partages inspirants, pour semer ces graines de bonheur et nous guider au mieux sur ce magnifique chemin à la rencontre de nous-mêmes. Alors, je rappelle qu'on peut du coup voir gratuitement donc, ton documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» sur ta chaîne YouTube, donc du même nom, hein, c'est Oui, Julien tout à fait. Perron, c'est ça. Et découvrir ton expérience en lisant donc ton livre, hein, qui est publié donc aux éditions Erol. Et après le premier succès donc du premier congrès, c'est quoi le bonheur? Ouais. Donc aujourd'hui, tu proposes de prolonger l'expérience avec un week-end immersif Ouais. du 2 au 4 août près de Montpellier, Exactement. où il fera meilleur qu'ici. Mais oui, très clairement. C'est ce qu'on se disait avant de venir. À chaque fois que je viens, il pleut, quoi. Oui, mais c'est normal, c'est Paris. C'est Paris, c'est ça. Et Ouais. j'avais envie de terminer cette émission par cette citation, j'imagine que tu connais, qu'on prête à John Lennon. « Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. » Elle est belle cette citation. C'est magnifique, j'adore. Ouais. Ouais. Voilà, bah écoute, merci encore. Merci à toi. Merci pour ton Et accueil. puis salut la famille. Bye bye.